Attention s'il vous plaît, en raison d'une panne de la signalisation, en raison de la réutilisation d'un train arrivé tardivement, le train TER à destination de Douai partira avec un retard d'environ 20 minutes à destination d'Arras d'environ 10 minutes, 20 minutes. On est en France, on va dire champion du monde avec les Japonais, on a en gros 90% des trains à l'heure. Ça fait 1 mois et demi que je prends le train sans arrêt et toujours du retard. C'est pas normal, les patrons commencent à en avoir vraiment ras-le-bol d'avoir ces salariés qui arrivent en retard tous les jours. Et je peux vous dire qu'on est complètement mobilisé pour que demain, personne, aucun voyageur n'ait de mauvaises surprises. On est en retard indéterminé, donc ça veut dire qu'on ne sait pas à quelle heure on va arriver pour aller bosser. On va supprimer un train, même si 2 heures après il n'y a pas de train sur cette ligne-là, parce qu'il coûtera moins cher de supprimer ce petit train plutôt que de supprimer un grand train, avec, même s'il y a l'équivalent 10 minutes après. C'est complètement aberrant, juste une notion d'argent. Il n'y a plus de service public. Depuis 2 ans, c'est à 3-4 fois par semaine, quoi. Mais avec au moins 30 minutes de retard. Avec au moins 30 minutes de retard. On n'en peut plus parce que ça a des conséquences sur notre vie professionnelle, ça a des conséquences sur notre vie personnelle. Je crois que la SNCF, c'est une entreprise qui sait très bien réussir des performances techniques, elle est très technicienne, elle est bonne technicienne, la sécurité, la régularité, tout ça, ça marche bien. Il y a souvent des pannes de train, des problèmes de fermeture de portes, etc. Et le train qui a un problème part en maintenance, il est supprimé le lendemain forcément, et donc c'est la galère. Les opérations de maintenance qu'on fait maintenant, on peut toujours se poser des questions, parce que quand il faut sortir l'engin, on est prêt aussi parfois à fermer les yeux sur certaines choses. Et on se pose toujours la question de savoir où on va arriver, quelle va être la limite. On n'est plus dans le tout TGV, on essaye de bétonner sur ce qui fait la légitimité de la SNCF, c'est-à-dire les 3 millions de voyageurs qu'on transporte tous les jours. 90% des voyageurs de la SNCF, c'est le service public de la vie quotidienne et c'est ma priorité absolue. On fait durer les installations jusqu'à un certain point, n'espérons pas l'accident, mais au travers de ce que j'ai vu, de ce que je connais et de ce que j'entrevois de la politique de l'entreprise, pour moi c'est du risque calculé, que je trouve inadmissible, inacceptable. On cache tout, on nous dit rien. Plus on ne sait rien. On nous informe, on n'en sait rien. Hey. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache tout, on nous dit rien. En fait, les gens râlent sur les prix parce que la ponctualité d'avant n'est plus toujours là. Regardez cette pub de 1973. Germaine, c'est le 824, mets les œufs. Ah, les trains à l'heure. Il faut aller chercher une ancienne publicité des années 70 pour se rappeler de la ponctualité de la SNCF. Germaine, c'est le 413. Tu peux les retirer. Tu veux que je te dise, Germaine? Il n'y a pas 2 comme toi pour faire les ocoques. Le train, pour être exact. Emprunt SNCF 1973. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est bien. Entre gens de bonne compagnie, cette ponctualité pousse même à la nostalgie. Il faut dire que le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, et le journaliste patron de presse, Pierre Lescure, croisent rarement au petit matin des usagers en attente d'un train encore en retard. Aucun risque non plus de les rencontrer sur le quai d'une gare du Pas-de-Calais en compagnie d'un cheminot dans une tournée de surveillance. Regarde. Ça c'est un candélabre qui est un éclairage des quais. Voilà, regarde. Il manque le boulon de maintien, la fixation du candélabre basculant. Alors si je tire dessus, regarde. Il y a un coup de vent, il tombe. Ça, c'est à signaler de manière urgente. Alors, une visite comme ça dans une gare, quand on est dans une instance représentative du personnel comme le CHSCT, on le constate, on le signale, mais les agents devraient le voir au travers de leur tournée systématique d'entretien et de surveillance des installations. Aujourd'hui, on n'autorise plus ça aux cheminots. Ils ne font que le travail prescrit. Le travail réel, c'est aussi ça. Voilà. Là, je dirais que c'est un pis-aller, là. Tu le fais parce que tu fais ça tout la journée. Ah bah ouais, c'est...
préfère faire ça comme ça et le signaler, au moins ça tient un peu. Les agents, les cheminots qui sont à l'équipement sont des agents sédentaires. Ils travaillent dans une zone bien particulière. Ils sont formés à intervenir aussi bien au travers de la maintenance préventive que de la maintenance corrective quand il y a des incidents. Sur une partie délimitée de ces installations, ils sont formés pour ça, adaptés avec toutes les habilitations possibles pour intervenir sur des installations de sécurité. Et ben malheureusement, quand on agrandit les parcours, quand on donne moins de moyens, on doit faire des économies à tous les niveaux, parce que pour la SNCF, la sécurité, c'est aussi un coût. Et ben on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées qui ont généré malheureusement des incidents, mais aussi des accidents. Et on se retrouve que aussi au quotidien, on a ce genre de dérive. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais ça peut créer quelque chose d'extrêmement grave. Là, il y a eu des travaux de remplacement de cœur, de remplacement de rail. Donc, voilà, on se retrouve sur des connexions provisoires alors qu'elles devraient être soudées. Ça fait des mois que ça dure. Et puis, on a ce genre de problématique. Hein, voilà. Un tire-fond qui s'en va dans un coin, c'est pas important, mais de multiples tire-fonds qui partent peuvent générer des problématiques. Alors, hein, vous regardez, par exemple, ceux-là. Regardez, la traverse est cassée, c'est un rail qui est circulé, hein, on le voit bien. Hein. Regardez là-bas. Celui-là, bah, c'est pareil. Hein. Là, je le desserre. Hein. Et tout ça à la main. Hein. Vous avez vu comment ça bouge? Ça bouge bien. Hein. Et là, vitesse pratiquement maximale, hein, donc aux alentours de 140-150 km/h. Donc par induction, à l'issue du passage dont vous avez été témoin, on se rend bien compte que l'installation a intérêt à être systématiquement surveillée et surveillée avec un œil bien affûté. Ce qui malheureusement aujourd'hui est de moins en moins le cas. Alors les agents sont des techniciens de la voie, hein, il n'y a pas de problème, ils connaissent très bien leur métier, hein, surtout sur cette zone-là, mais ils sont plus sollicités comme avant pour pouvoir intervenir et entretenir. Et ils sont tous au courant que cet appareil de voie est de toute façon complètement déstabilisé. On ne leur donne pas les moyens de le faire. Donc, Et on va maintenant découvrir les toutes premières images aériennes de cette catastrophe. Il était, je vous le rappelle exactement, 17h14 en gare de Brétigny, lorsque, vous le voyez, le train en provenance de Paris a déraillé à grande vitesse. Et cela au cœur de la gare de Brétigny. Plusieurs wagons se sont disloqués, 6 au total, et cela à une heure de grande affluence. Qu'est-ce que cet accident a changé aujourd'hui dans la SNCF? Alors, c'est trop tôt pour le dire, puisqu'on va attendre les résultats, mais d'ores et déjà, on a pris des mesures supplémentaires de précaution, parce que la sécurité, c'est la priorité qui est au-dessus de toutes les autres. Les cheminots sont traumatisés, comme beaucoup de personnes, par tout accident ferroviaire. Et par exemple, on a doublé le rythme de surveillance. Elle se fait désormais toutes les semaines, des aiguillages qui sont les aiguillages les plus sollicités pour regarder comment ces aiguillages peuvent évoluer dans le temps. On sait très bien qu'il y a eu des incidents, pas forcément qu'à Brétigny, il y en a avant, il y en a eu avant, il y en a après, hein, sur des desserrages d'éclisses, sur des problèmes de stabilité dus à ce type d'appareil. Et on n'a pas de réaction de l'entreprise autre que dire sur les appareils que j'ai déterminés en France du même type de Brétigny, je vais assurer une surveillance spécifique. La surveillance spécifique, elle n'est que pour figurer dans un plan de communication, mais dans la réalité, bah, vous pouvez le constater par vous-même. Hein. Regardez, les appareils aujourd'hui doivent être surveillés, entretenus. Bah, on se rend compte que le tire-fond, je suis passé il y a quelques mois, il était déjà comme ça. Hein. Les autres organes de liaison sont défectueux, mais ils sont défectueux déjà depuis plusieurs années, puisque je viens visiter cet appareil-là depuis 2013. Donc on voit bien à faible vitesse hein, la danse hein, qu'il y a dans l'appareil. Ben, quand on arrive sur un appareil, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Après, il faut tester, regarder ce qui se passe. Comme il est du même type, hein, on voit bien qu'il y a eu des travaux. Hein. Il y a eu du remballastage, ça a été certainement bourré.
pour remettre ça à niveau. Toujours est-il que c'est pas suffisant, il y a de la maintenance à faire. On se rend bien compte, le matériel il est complètement desserré. Et sur un rail, on circule. Je tape dessus, ça bouge. Voilà. On voit là des connexions qui sont rompues. On voit là des tire-fonds qui sont manquants. Et à de multiples reprises, sur une partie de voie circulée, bien évidemment. On voit encore du tire-fond qu'on dessert à la main. Du tire-fond cassé. Ils sont cassés, ils sont là, avec la rondelle. Et l'appareil, regardez, il est même fissuré. Tout ça, ça vibre tellement. Là, si vous regardez, vous verrez le cœur de croisement qui est fondu. À l'endroit où le train passe, ça tape énormément. Il y a énormément de sollicitations mécaniques. Alors ça, en principe, c'est surveillé par les agents de la voie. Il y a des mesures qui sont faites par les spécialistes et qui indiquent le degré d'intervention, le degré d'urgence pour classer cette partie d'appareil là, à remplacer d'urgence ou pas, ou à surveiller. Voilà, donc c'est tout un ensemble. On ne peut pas spécifier que ce tire-fond-là manquant va dégénérer en rupture d'éclisse. Mais l'ensemble de ce qu'on a pu constater, malheureusement, peut amener à ce genre de problème. Dans l'actualité également, une collision entre un TER et un TGV qui aurait fait 29 blessés. L'accident s'est déroulé entre Pau et Orthez. 3 personnes seraient dans un état très grave. Que s'est-il passé? Nous entendrons les premières réactions. On sait, c'est une conjonction technique très exceptionnelle qui a provoqué le passage au vert d'un signal qui aurait dû être au rouge. C'est à la fois, vous l'avez dit, le fait que des rongeurs sont attaqués à des câbles dans la cabine de signalisation. Mais ces câbles sont les tout derniers câbles juste avant le signal. Et enfin, non seulement le câble a été dénudé, mais il s'est passé quelque chose, probablement des vibrations ou un choc, qui a fait que ces deux câbles se sont touchés l'espace de quelques millièmes de seconde. Sans doute, c'est ce que les rongeurs sont un peu habitués aujourd'hui aux produits anti-rongeurs, donc il faut durcir encore la construction des cabines de signalisation pour en faire des véritables bunkers. Il faut dire quand même, ça ne s'est jamais produit, un tel accident, depuis 5 ans, c'est-à-dire un tel incident est vraiment très très exceptionnel, c'est pour ça que je peux rassurer ce matin. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Ce que Pépi nous dit, ce que le président Pépi nous dit, c'est en réaction à un accident qui n'aurait jamais dû arriver. L'encadrement sur la région, qui prend la responsabilité de décider ou non d'investissement sur les infrastructures et des règles de maintenance, est conscient du retard pris et des moyens qui nous manquent. Pour autant, chacun se dit, attend le prochain incident, tout en se disant, pourvu que ça ne soit pas sur mon parcours, pourvu que ce ne soit pas chez moi. Tout l'encadrement que nous voyons régulièrement est conscient du retard pris et des moyens qui nous manquent. Suite à des événements tragiques comme Bretigny, ça n'a pas été le seul. On a eu différents événements ces 2 dernières années assez marquantes, et où on voit la difficulté entre l'entretien du réseau, la gestion du réseau et la partie sécuritaire, où on retire une grosse partie de l'entretien et de la gestion, et systématiquement derrière on a un incident. Même si les organisations syndicales ont tiré le signal d'alarme, la direction maintient sa décision, et quelques mois plus tard, on a un incident comme au passage à niveau d'Allinges, que ce soit du côté de Bordeaux avec le rattrapage. Ce sont tous des incidents qui avaient été signalés auparavant par les organisations syndicales. On fait un peu de rafistolage avec les moyens du bord. Mais de toute façon, on ne permet plus aux cheminots d'intervenir avec des moyens conséquents comme ils avaient avant. De toute façon, ce sont les entreprises privées qui les ont. Nous, cheminots, on les a plus, les moyens lourds pour intervenir. Rendez-vous avec Guillaume Pépi sur SNCF La Radio. L'année 2013, c'est celle, si je puis dire, du début des grands travaux. Notre réseau ferroviaire a vieilli, on le sait depuis longtemps. Il y a l'argent nécessaire pour faire les travaux. Il y a une priorité qui a été affirmée par le gouvernement au réseau actuel par rapport à la construction de nouvelles lignes. Donc les travaux ont commencé.
Il y a aussi la responsabilité des choix des pouvoirs publics qui écoutent la direction SNCF, mais qui écoutent aussi les grands sous-traitants de la SNCF, notamment pour la régénération des infrastructures. On est dans la négociation de la Convention collective nationale du ferroviaire, et le patronat du BTP, du bâtiment travaux publics, a quasiment gagné le droit de réaliser les travaux de régénération en termes techniques, en chantier fermé. Nous connaissons la problématique de dumping social dans les chantiers du BTP. Nous avons déjà détecté sur la région des chantiers ferroviaires de régénération des infrastructures où on a assisté à une sous-traitance jusqu'au 7e niveau de sous-traitance avec des travailleurs colombiens qui travaillaient pour 600 € par mois. Voilà à quoi nous conduisent les choix politiques. Et voilà à quoi sont exposés les cheminots aujourd'hui, à qui on dit « vous coûtez trop cher ». Le monde bouge, il faut vous adapter. Mais ce qui est très important, c'est de s'engager, comme je le fais, sur les trains de la vie quotidienne. 9 voyageurs sur 10 en France, c'est des voyageurs de la vie quotidienne, ce n'est pas des voyageurs TGV. Et on leur doit la même qualité de service que sur le TGV. Tous les matins, devant la gare, les petits wagons se mettent en rang. Le chef de gare tire sur la barre. Avant, on n'avait pas, si on retirait une voiture d'un train, ça existait, c'était les trains à clé. On nous embêtait un petit peu, mais notre rôle c'était la sécurité. Et on savait très bien qu'il y avait une voiture en moins et ça nous embêtait, mais on le faisait. Notre rôle c'était la sécurité des gens, la sécurité de circulation. Tandis qu'aujourd'hui, on nous met aussi la balance, un train en moins aujourd'hui, c'est de votre faute, un train en moins, c'est de votre faute. On nous met plus dans la balance, s'il y a des voyageurs sur le quai, c'est de notre faute. Donc on réfléchit un petit peu différemment et moins à la sécurité. La priorité des priorités ici pour le Technicentre Nord-Pas-de-Calais, c'est la sécurité. Voilà, ça c'est dans notre patrimoine génétique. Donc il faut absolument que toutes nos opérations soient faites dans des règles de sécurité drastiques. Deuxième priorité, c'est le respect du contrat. Voilà, à partir du moment où la rame est rentrée, il faut absolument qu'elle assure donc la pointe du midi ou la pointe du soir. Donc automatiquement, on a des opérations qui sont réalisées dans un temps très court, ce qui permet de disponibiliser le matériel et d'assurer notre plan de transport. Et d'assurer donc le transport de l'ensemble de nos clients sur la région Nord-Pas-de-Calais. Ouais, ok. On avait un certain nombre de rames, de réserves, et on les baisse au fur et à mesure. Parce qu'une rame qui dort, c'est une rame qui coûte de l'argent. Donc, de 10 rames, on passe à 8, on passe à 6, on passe à 4. On essaye de réduire toujours au maximum les coûts. On a mis en place ce qu'on appelle la modularisation. On a réorganisé notre schéma de maintenance de nos rames. Le but de la modularisation, c'est donc de disponibiliser du parc matériel. C'est aussi donc d'une autre façon de donner entière satisfaction à nos clients et d'avoir, une capacité optimale à transporter l'ensemble de nos voyageurs sur la région. Auparavant, vous amenez votre voiture, parce que quand on parle de voiture, ça parle à tout le monde a une voiture à l'heure actuelle. Vous amenez votre voiture, vous demandez une révision complète. Paf, on fait la révision complète, vous récupérez la voiture, ça a pris une journée et demie, la voiture, elle est repartie pour 10-15 000 km et puis vous êtes tranquille. Merveilleux. Maintenant, à l'heure actuelle, le modèle, c'est vous amenez la voiture et on fait la vidange. Le lendemain, vous ramenez la voiture et on fait les freins. Et le surlendemain, vous ramenez la voiture, on va faire les essuie-glaces. La modularisation, on a donc séquencé nos tâches. Une rame va rentrer en atelier sur son creux de roulement. On va procéder à une opération de maintenance. On va donc faire un module de maintenance. Les opérations s'appellent un module. Une fois que le module est terminé, on remet le matériel à disposition afin que le soir même ou le midi même, il puisse donc assurer sa journée de roulement normale. Quand le gars fait la vidange, il remarque que vos plaquettes sont à limite d'usure ou il remarque une fuite sur votre tuyau de liquide de frein ou vous n'êtes pas censé le voir. Vous êtes là pour faire la vidange. Donc si la voiture repart et qu'elle a un gros problème, vous n'êtes pas censé le voir. Tant pis. J'ai eu un collègue qui s'est fait vertement semoncer par sa hiérarchie parce qu'il avait changé des plaquettes qui étaient à limite d'usure. Et il ne savait pas quand est-ce que ce train allait re-rentrer. Seulement, il n'était pas censé le voir. Il n'avait pas le droit de regarder ça. On nous demande de veiller, d'avoir un œil sur tout.
Mais quand on a un œil sur tout, forcément on voit des choses, et là, en l'occurrence, il fallait pas les voir. On nous arrive de réformer des rames, et la hiérarchie, pour se couvrir, demande des dérogations au niveau de la direction, qui les accorde assez régulièrement pour que les trains puissent rouler. Dans quelles conditions ils roulent? Voilà. Chez nous, je pense qu'on est encore à un stade où la sécurité, elle n'est pas du tout mise en jeu. J'espère qu'il y a encore des grandes gueules partout dans les autres ateliers pour pouvoir aller contre les hiérarchies. Tous ces dangers qui sont certes inconnus par les usagers, mais qui étaient maîtrisés par les cheminots, par leur conscience professionnelle, par l'amour du métier, et qui aujourd'hui sont vus uniquement à travers le prisme du coût. Aujourd'hui, pour la direction SNCF, la sécurité, toutes les sécurités des circulations du personnel des usagers, même la sûreté, c'est une question de coût, de moyens qu'on y met. Ça questionne le rôle de l'État stratège auprès des services publics. Concrètement, si vous n'avez pas assez de personnel et si vous n'avez pas non plus le matériel ni la voie en état suffisant pour faire rouler un train, mais forcément, vous le faites rouler soit en retard ou vous le supprimez tout simplement. Maintenant, si après on met les moyens pour rénover la voie, pour avoir du matériel et avoir du personnel pour faire rouler les trains à l'heure et dans de bonnes conditions de sécurité, de confort et de sûreté, eh ben ça coûte un peu plus d'argent. Sauf que la logique de l'entreprise est de faire de la rentabilité. On n'est plus dans un service public ferroviaire rendu aux usagers. On est dans une logique commerciale. On fait de l'argent avec le transport ferroviaire. Révolution annoncée à la SNCF, elle pourrait donner naissance à deux sociétés. D'un côté, la SNCF continuerait à gérer les gares et le trafic. De l'autre, une deuxième entité deviendrait propriétaire du réseau. Les journalistes adorent les formules choc, c'est dans leur ADN, comme dirait l'autre. Les cheminots n'ont pas tout à fait le même vocabulaire. Révolution ne leur vient pas forcément en tête en ce mois de février 1997. Tout au contraire. Ils voient d'un mauvais œil la manœuvre du gouvernement de Jacques Chirac qui explose le service public en deux, SNCF d'un côté et Réseau ferré de France de l'autre. Mensonge et vérité occupent alors le petit écran. Mais comme d'habitude, la répartition est pour le moins inégale. Anne-Marie Drac, bonjour. Bonjour. Il y a tout de même un soupçon qui existe, c'est que la création de deux établissements, donc quelque part la séparation de la SNCF en deux, ce soit déjà une première étape vers la privatisation. Oui, alors, écoutez, moi quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre texte que le nôtre, qu'on fait de la politique fiction. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Il y a un socle de garanties qui sont le modèle français. Le statut des cheminots, l'unité de la SNCF, l'intégrité du réseau national et l'absence de concurrence. C'est écrit, c'était même pas écrit avant, maintenant ce sera écrit dans le texte. Madame Hydrac rappelait dans son interview qu'il n'y aurait pas de mise en concurrence depuis 1997 et avec les différents paquets de la réforme ferroviaire européen, on a eu successivement la mise en concurrence sur l'ensemble des activités de transport, mais également sur les activités d'entretien qui ont été de plus en plus transférées vers le privé. Et c'est des pans entiers de la SNCF qui ont été donnés au secteur privé. Il n'y a plus unité d'entreprise dès lors qu'il y avait une entreprise, une seule SNCF, et demain il y en aura deux, avec deux conseils d'administration, avec deux logiques d'entreprise tout à fait différentes, dans une impasse financière qui va conduire le nouvel établissement à sans doute prononcer la fermeture de ligne parce qu'il n'aura pas les moyens financiers d'entretenir le réseau tel que le fait la SNCF aujourd'hui. Le problème du passé n'est pas réglé de ce point de vue-là. Soit faire appel aux collectivités locales et donc la possible augmentation des impôts locaux pour maintenir des lignes, soit faire pression sur le travail des cheminots, et on connaît les recherches de gains de productivité qui vont encore s'opérer dans les prochaines années, soit augmenter les loyers que paiera la SNCF et donc des répercussions sur le prix du transport et le prix du billet que les usagers vont devoir payer. C'est pas vouloir faire peur aux usagers ni aux cheminots que de dire la vérité. Et Bernard Thibault, représentant de la CGT à l'époque, critiquait déjà avec toute la CGT qui a combattu la réforme de 97 créant Réseau ferré de France, qui traduisait un désengagement des gouvernements successifs. Et effectivement, déjà à l'époque, sous pression de l'Europe, c'était la directive 91-440, donc de l'année 91, qui a accouché d'une réforme en 97. Demain,
le 4e paquet ferroviaire européen, ensemble de textes européens qui vont s'imposer aux États membres, vont aller vers plus de séparation entre propriétaires, gestionnaires de l'infrastructure et exploitants. Alors c'est bien cette pression européenne que la CET combat depuis le début. S'il n'y avait pas eu la réforme, le déficit de la SNCF en 1997 aurait été de l'ordre de 15 milliards. Avec la réforme, il est de 2 milliards. Eh bien, avec 15 milliards, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de possibilité de bouger. Avec 2 milliards, on peut refaire des projets, on peut se refixer des objectifs, et je crois que c'est ça dont la SNCF avait besoin. Il y a surtout une grande hypocrisie. La SNCF a toujours fait ce que son unique actionnaire, qui s'appelle l'État, a demandé. Quand il a fallu reconstruire la Maison France, après la Deuxième Guerre mondiale, la Maison SNCF était au rendez-vous. Elle y a contribué, comme toutes les grandes entreprises. Donc, quelque part, l'État actionnaire, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même les lois, l'État actionnaire a été souvent donneur d'ordre, mais aux abonnés absents, s'agissant du financement qui est incontournable dans une logique d'entreprise, quelle qu'elle soit. Il y a eu une volonté politique, on va dire, à partir de l'époque d'Estaing et Mitterrand, où il y a eu un développement fulgurant du TGV avec la construction de lignes qui ont été très, très coûteuses, l'achat de nouveaux matériels, le développement de ce matériel-là. Et effectivement, tout ça a été supporté uniquement par l'entreprise. Et contrairement aux autres secteurs publics, il n'y a pas eu d'apport de la part des gouvernements qui étaient donneurs d'ordre pour pouvoir subventionner cet aménagement du territoire. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une réforme qui n'apure pas cette dette. Elle vise à diviser cette dette de 208 milliards, c'est considérable, sur 2 entreprises qui ont le même statut. SNCF, vous l'avez rappelé, SNCF avec 84 milliards de francs de dette et RFN 134 milliards. On n'a pas réglé le problème de la dette de la SNCF. Non, on ne l'a pas apuré. Elle pèse encore de façon formidable sur le transport public ferroviaire. Et non seulement on ne l'a pas apuré, mais on coupe aujourd'hui la SNCF sur 2 entreprises distinctes qui ouvrent demain, je dis bien demain, pas aujourd'hui, demain, les conditions d'une concurrence avec des entreprises, entreprises ferroviaires du privé. Et ça, c'est pas acceptable. Ce ne sont pas des nouvelles donnes pour la SNCF aujourd'hui. Alors, est-ce que sur le fond, cette réforme n'était pas indispensable? La SNCF était plombée jusqu'à maintenant par son endettement. Or, il y a 134 milliards qui vont être transférés à un nouvel établissement, Réseau Ferré de France. C'est une bonne nouvelle pour la SNCF. Là où ça ne peut pas être une bonne réforme, c'est que le gouvernement l'accompagne d'une manipulation comptable. Aujourd'hui, nous avons un établissement qui est endetté, la SNCF, 200 milliards de dettes, un peu plus. Demain, ce que nous propose le gouvernement, c'est qu'il y ait 2 établissements qui soient endettés. SNCF et ce réseau ferré national qui serait des infrastructures propriétaire des voies pour faire circuler des trains. 2 établissements publics endettés, mais l'État ne remet toujours pas un sou de plus au pot. Ce qui veut dire, pour nous, qu'il s'agit en fait d'une bombe à retardement qui se met en place. L'État, par cette démonstration, cette réforme, va faire la démonstration dans 2 ou 3 ans qu'on ne pourra décidément plus faire rouler les trains en France sous le service public, et on aura donc là tout à fait des arguments réunis pour justifier une privatisation, une libéralisation qui aujourd'hui est défendue par Bruxelles. Oui, sauf que le gouvernement et la majorité soulignent justement que toutes les garanties sont apportées dans les textes. Nous ne voulons plus retricoter une dette sur le dos du système ferroviaire comme nous l'avons fait au cours de ces dernières années. 17 ans plus tard, en juin 2014, c'est toujours une dette abyssale qui est brandie par le gouvernement de Manuel Valls pour justifier une nouvelle réforme du ferroviaire. Il ne peut pas y avoir un trou sans fin et sans fond. Nous souhaitons unifier, nous souhaitons optimiser, et par la suite, un certain nombre de pistes ont été présentées. Manifestement, la loi de 1997 n'a pas servi à résorber cette dette, comme les dirigeants gouvernementaux et de la SNCF de l'époque le promettaient. Les cheminots ont peut-être raison d'être inquiets devant les promesses de Gascon qui leur sont tenues à nouveau aujourd'hui. Donc cette réforme-là, elle est fondamentale, elle est très simple. Elle consiste à remettre du bon sens dans un système qui s'était vraiment complexifié. Et faire des économies, au passage. Faire des économies, bien sûr, pour encore une fois stabiliser la dette. On a failli mourir de notre dette, on ne peut pas recommencer. Aujourd'hui, les charges de la dette, le coût de la dette par an, c'est 1,5 milliard d'euros d'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas résolu la dette en 97. On ne l'a résolu pas non plus en 2015 et on continue à supporter 1,5 milliard d'euros de dette.
Pour vous donner un chiffre peut-être plus parlant, c'est 2300 € chaque minute qui partent aux banques pour rembourser la dette ferroviaire. Valenciennes, ici, Valenciennes. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter le passage souterrain. Ici, on est dans une gare qui est révélatrice puisque les services sont proches. Pour qu'un train passe, il vous faut bien entendu un conducteur à bord de ce train, mais il vous faut également un agent dans un poste de circulation qui est en capacité de le faire circuler de bonne manière. La réforme du ferroviaire prévoit en fait la séparation dans 2 entreprises distinctes de ces 2 corps de métier. Alors, ce pas les seuls, mais pour cet exemple-là, je pense que c'est assez parlant. Ils ne pourront plus se parler. Il n'y a aucune procédure prévue dans la réforme. C'est-à-dire que la loi du 4 août précise qu'il y a une 3e entité qu'on appelle la SNCF, dit les pics de tête, la maison mère, voilà, qui est censée garantir en fait les arbitrages notamment entre les 2 épiques filles, donc SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Sauf que pour garantir cet arbitrage, pour garantir l'unicité et l'intégration industrielle, pour reprendre le terme précis de la loi, il faut des procédures, il faut des mises en place. Et aujourd'hui, il n'y a aucun échelon territorial, local ou régional de l'épique de tête. Et on laisse libre cours, voilà. On laisse libre cours, les cheminots doivent s'entendre, les présidents respectifs de réseaux de mobilité doivent s'entendre, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui prévoit ça. Et demain, comment on va faire pour faire circuler un train entre des cheminots qui travaillaient avant ensemble, où il y avait cette chaîne de service, voilà, où c'était la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la régularité. Comment on va faire, simplement, quand l'entreprise sera séparée? C'est pour ça qu'on décriait cette réforme qui n'aboutit à rien dans l'unification de l'entreprise, contrairement à ce qui est mis en avant. On n'en arrive pas du tout à cette situation-là. On est plus sur un éclatement complet, avec une gestion du réseau qui sera donnée au niveau national, les régions qui seront côté mobilité gérées entre guillemets par les conseils régionaux, qui seront donneurs d'ordre, et pas de possibilité de communication entre les 2 branches. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait confiance au sein de cette entreprise qui nous vend actuellement que la réforme du ferroviaire pour les cheminots qui ont été déplacés, qui ont eu leur poste supprimé, qui ont été trinqueballés de postes en mission, en reclassement, pour l'entreprise, ça a été une réussite. Tous les acteurs sociaux, tous les dirigeants de proximité, tous les cheminots qui ont été concernés sont aperçus et sont unanimes pour dire que ça a été une boucherie. Et on continue à nous dire aujourd'hui que c'est une référence de qualité et que la réforme des activités voyageurs du transport sera inspirée de la réforme qu'il y a eu au niveau du fret. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse donner comme crédit à une boîte qui nous tienne ce discours-là? Ce qui est dangereux et ce qu'on voit apparaître, c'est que les nouveaux entrants au chemin de fer, donc les nouveaux cheminots formés, on les prépare déjà, ils sont déjà préparés. On ne dit pas qu'on les prépare déjà, c'est qu'ils sont déjà préparés dans leur formation à la séparation totale des activités. Je prends un exemple à l'attraction. Donc, comme je suis délégué du personnel, j'assiste à des jurys d'examen pour des nouveaux mécaniciens, des nouveaux conducteurs de train. Et il y a eu un cas précis où, pendant l'examen, le cadre demande au conducteur, voilà, tu commences ta journée, tu arrives en gare d'Arras, où tu vas te renseigner pour savoir où est ton train. Et le conducteur qui lui dit le taxi me dépose à tel endroit, je suis juste à côté du poste, je monte au poste et je demande à l'aiguilleur où se situe mon train. Et la réponse du cadre a été très rapide, a été de dire t'as rien à faire là, lui c'est RFF, il n'a pas à te renseigner sur la position de ton train. Sachant pertinemment que le gars du poste, il sait où le train se situe parce que c'est lui qui va manœuvrer ses aiguilles après pour faire évoluer le train en gare pour le mettre à quai. Et on lui a clairement dit que son interlocuteur c'était l'agent d'escale.
Soyez sans crainte, cet usager de la ligne Orchiasque, près de Lille, ne risque rien. Depuis le 1er juin 2015, les TER en effet ne circulent plus pour des raisons de sécurité. Pourtant, le signal d'alarme a maintes fois été tiré par les usagers et par des syndicats pour alerter de la vétusté des voies. Un exemple concret sur la région Nord-Pas-de-Calais, on a la ligne Lille-Orchy, qui est une voie unique. Ligne qui est depuis plusieurs années montrée du doigt, puisque les cheminots, les CHSCT font quotidiennement des rapports sur cette vétusté, sur cette dangerosité. On constate que d'année en année, on abaisse la vitesse sur cette portion de ligne. Dans un premier temps à 60 km/h, puis dans un deuxième temps à 30 km/h. Et là, tout récemment, puisque la nouvelle vient de tomber, la vitesse ne permet plus, même à 20 km/h, d'assurer la sécurité de la circulation. Et concrètement, on ferme la ligne. Voilà. Donc on ferme une ligne ferroviaire, faute d'entretien. Pourtant, on avait l'occasion, depuis plusieurs années, de prévoir sa régénération, de prévoir sa maintenance pour éviter d'en arriver là. Moi, je vais parler simplement de la saturation de notre réseau routier aux alentours de l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing. Il est clair que l'A23 Valenciennes-Lille aurait dû et doit encore plus signifier aujourd'hui un renforcement de stratégie de transport dite alternative. Et paradoxalement, il a été décidé par le Conseil général du Nord dernièrement de subventionner la mise en service d'une liaison autocar à haut niveau de service entre Orchy et le campus universitaire de Villeneuve-d'Ascq, alors qu'en même temps on a une infrastructure ferroviaire qui est littéralement abandonnée. Je répète, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de transporteurs, depuis de longues années. Je veux dire, là, il y a un problème de cohérence et de cohésion transport. Ça s'appelle une politique des transports digne de ce nom. Les conséquences, c'est ça. Encore plus d'embouteillages sur l'autoroute A23 qui longe la ligne Orchiasque, dans une région où la densité de population est la plus haute du pays derrière l'Île-de-France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont ainsi plusieurs lignes qui sont menacées à cause de cette politique d'abandon dictée par l'obsession de la rentabilité. La liaison Arras-Saint-Paul-Étaples est, elle, encore en circulation, mais au prix de l'engagement professionnel des conducteurs de train. Alors clairement, c'est vrai que c'est une ligne qui est en souffrance au niveau de l'entretien. C'est une ligne qui initialement est bonne à 100 km/h. Donc il y a d'énormes endroits sur plusieurs kilomètres, plus de la moitié en nombre de kilométrage entre Étaples et Saint-Paul, où la vitesse est limitée à 60 km/h de manière permanente, suite justement à cette dégradation d'état de la voie. Il faut savoir que c'est une voie ce qu'on appelle bibloc, donc les traverses pour schématiser, c'est 2 blocs de béton avec une barre métallique au milieu, et cette cornière métallique est bouffée, est oxydée, donc les blocs ne sont plus solidaires, donc ça fait plus son travail. Donc c'est pour cette raison que la voie est limitée en vitesse. Il y a pleinement une conscience professionnelle de la part du conducteur qui quelque part, par l'expérience et le nombre de fois où il passe sur la ligne, il sent qu'il y a un choc à cet endroit-là. Il se dit, pour le confort de l'usager, pour le respect du matériel roulant, parce qu'on n'est pas là pour non plus tout dégrader, on diminue de nous-mêmes notre vitesse, quitte à prendre un peu de retard, mais pour circuler dans de bonnes conditions. Et concrètement, sur l'ensemble du territoire national, c'est 11 000 à 15 000 lignes, 15 000 km de lignes ferroviaires qui sont menacées de fermeture. Et la réforme du ferroviaire ne prévoit pas du tout la possibilité de les régénérer. Au contraire, on va les supprimer. Et la loi Macron et le rapport Duron sont là simplement pour enfoncer le coin de la réforme du ferroviaire. Ce qui a été l'essentiel de notre discussion ce soir et qui va se prolonger encore demain, c'est à la fois la préparation de la conférence sur le climat, la France ayant la responsabilité de son organisation, de son accueil, mais aussi, je le dis, de sa réussite. Et oui, c'est tout le charme de la politique, faire de beaux effets d'annonce et s'asseoir sur ces annonces. D'un côté, l'étendard brandi de la lutte contre le réchauffement de la planète, de l'autre, une réforme ferroviaire qui accélère la disparition de milliers de kilomètres de rails, un rapport parlementaire qui appelle à la fermeture de nombreuses lignes intercités et de trains de nuit. Philippe Duron, bonjour. Bonjour. Député PS du Calvados, est-ce que vous confirmez que vous proposez la fermeture de certaines lignes intercités? On propose de moderniser une offre qui est en fin de vie. Et une loi, celle du ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui libéralise totalement le transport autocar. Pour qui cette réforme est-elle bonne?
elle est bonne pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Donc quand on me dit « les pauvres voyageront en autocar », j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Le CO2 a encore de beaux jours devant lui. Le problème, c'est qu'on voit, et on verra de plus en plus arriver l'autocar, non plus dans une logique de complémentarité. On ne peut pas s'opposer à la complémentarité. L'aménagement du territoire, il est pluriel. Mais là, on est dans une forme de concurrence frontale, où on voit très bien, malheureusement, les probables gagnants et les probables perdants. Maman s'est connectée sur le site idbus.com et nous a réservé 4 billets de bus. Trop facile. En plus, le 4e était gratuit. On est arrivé à la gare dans le centre de la ville. Le capitaine était sympa et il nous a tout bien expliqué. C'est passé vite. Sur l'écran, on pouvait voir que l'on était presque arrivé. Le rapport Duron, la loi Macron, ce sont toutes des choses qui s'embriquent les unes dans les autres. La réforme du ferroviaire vient apporter sa petite pierre à l'édifice. On est sur une partie de libéralisation au maximum. Guillaume Pépi continue à gérer sa holding. La loi Macron et le rapport Duron lui permettent de mettre en place des bus. Là où il a mis des filiales, il a créé des filiales pour concurrencer Fret SNCF directement. Il met des filiales en place pour concurrencer directement le transport de voyageurs. On peut donc mesurer dès aujourd'hui les dégâts de la réforme ferroviaire de 2014 en matière d'aménagement du territoire et d'impact écologique. En réalité, cette réforme n'est qu'un accélérateur de la loi de 1997. Usagers et cheminots ont tout à craindre de la désintégration de la SNCF qui a pour conséquence de dégrader les services proposés aux uns et empêcher la qualité du travail des autres. Non, on passe à travers. C'est bouffé. Alors heureusement qu'il y a cette boucle de rattrapage qui est le CHSCT à travers de ses militants, qui ont conscience de tout ça et qui portent une attention particulière à la sécurité des personnels de la SNCF, leurs conditions de travail, leur hygiène, mais aussi celle des usagers, au travers des moyens qui leur sont donnés au niveau des interventions. Ce qui malheureusement, dans le cadre de la réforme, risque d'être moins le cas, puisqu'on va créer une réglementation spécifique pour permettre à travailler dans certaines zones à des entreprises privées où les cheminots n'auront plus lieu de citer. Donc les instances représentatives du personnel non plus. Ce qui nous amène, et moi personnellement, à craindre sur le niveau de sécurité dans le cadre de ces chantiers et les conditions sociales des salariés qui seront amenés à y travailler. Ce que je déplore, bien évidemment. De l'entreprise, c'était faire confiance aux agents avec leur qualité. C'est-à-dire que l'agent avait quand même une certaine largesse parce qu'il avait des compétences, on l'avait formé, c'était le chemin de fer, c'était fiable, c'était beau, et il y avait de la qualité, et on laissait faire, on lui laissait une certaine largesse sur le travail parce qu'on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Aujourd'hui, on fait de moins en moins confiance à l'agent, sauf quand on en a besoin, mais par contre on fait confiance au schéma de maintenance, au schéma industriel que la direction décide. Alors on a des schémas de maintenance, des schémas industriels, c'est à la bouche de notre dirigeant, mais tous les jours. On a des méthodes japonaises, des méthodes, c'est des trucs qui sortent des boîtes privées, des travails à la chaîne, c'est des trucs vraiment de dingue. Quand on entend ça, on rigole. Il y a un basculement là-dessus. Avant, c'était plutôt les agents qui avaient leur savoir-faire, on leur faisait confiance. Maintenant, on fait confiance d'abord au schéma industriel et l'agent doit s'y coller. C'est comme à tout salarié, comme à tout ouvrier. Si on ne lui donne pas les moyens de travailler au travers des compétences qu'il a, il stresse, ou dans tous les cas, des risques psychosociaux peuvent être générés dans le cadre des équipes. On les déresponsabilise particulièrement sur les interventions, puisqu'on ne leur permet plus, comme cheminots formés, aptes et compétents, d'intervenir sur des installations autrement que par prescription. On leur dit, tu vas travailler à cet endroit-là et tu fais ce qu'on te dit. Alors qu'avant, il y avait un cheminot embrassait énormément
d'installations à gérer et à entretenir au travers d'un certain libre arbitre sur les installations qu'il avait à entretenir. Vous pouvez très bien dire, bon, on va aller voir là, parce que si c'est défectueux là, ça vient peut-être de là-bas. Aujourd'hui, on cantonne à une zone bien précise et on ne cherche plus à comprendre. C'est extrêmement malheureux. Je dirais même que tout le monde en souffre, des agents jusqu'à l'encadrement, qui, l'encadrement possède les compétences techniques d'organisation des métiers et de surveillance et de contrôle de nos installations. On ne leur permet plus d'agir aujourd'hui autrement que de travailler systématiquement en réunion pour donner des rapports et des documents. Enfin, beaucoup de situations, je dirais, qui ne se passent plus sur le terrain et qui, par induction, font que l'encadrement et les agents se voient de moins en moins, discutent et partagent de moins en moins et qui provoquent cette déshérence que les cheminots vivent aujourd'hui. Dans notre service à nous, dans notre activité à nous, matériel, on nous dit tous les jours, si effectivement il y a un problème sur ce train-là, ou s'il est parti en retard, ou s'il n'est pas parti, ou s'il y a eu un incident, c'est de votre faute parce que c'est souvent enveloppé, mais au final ça retombe toujours sur nous, quoi. La réalité c'est ça. C'est juste une histoire de culpabiliser l'agent pour lui dire que la prochaine fois, il faut surtout plus que tu refasses ça, parce que le train, faut qu'il parte, ça rapporte de l'argent. Il n'est pas rare qu'on arrive en retard en gare suite à un retard quelconque d'un train, un événement indépendant de notre volonté, et t'entends dans les haut-parleurs, mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, suite à l'attente du personnel de conduite, le train X subira un retard de 10 minutes, un quart d'heure, voire indéterminé. Donc quelque part, quand toi tu passes avec ton sac devant les usagers qui attendent le train, qui tirent une tronche parce qu'ils n'ont pas le service qu'ils attendaient, pour toi, t'es le coupable. Ils cherchent pas à savoir qui est responsable, pourquoi c'est arrivé cette situation, t'es coupable. Encore une fois, plus l'entreprise se transforme, plus il faut mettre l'humain au cœur de la transformation et plus il faut discuter. Monsieur Pépi, il a à son actif les indicateurs de mortalité, morbidité chez les cheminots, les suicides, les maladies professionnelles, l'augmentation sur la région en particulier des arrêts maladies de longue durée, des blessures, des accidents de temps de trajet que tous les cheminots subissent à longueur de temps. Et en prime, les pressions managériales avec des objectifs inatteignables qui sont mis en place, comme dans toute autre grande entreprise du CAC 40, que M. Pépi veut copier. De plus en plus, on s'aperçoit que le cheminot est... on lui retire son côté de technicité qui a fait la fierté de la SNCF pendant des décennies, et sur lequel on enferme le cheminot sur des tâches à accomplir, plus de réflexion, plus de possibilités d'intervention, et on a une perte de savoir-faire, on a une perte de connaissances qui est soit transmise à des entreprises privées, soit complètement perdue. Et ce sont des choses qui ont mis des années à faire la réglementation SNCF, qui ont fait les métiers de la SNCF, qui sont perdus et abandonnés, et on se demande bien comment on va réussir un jour de pouvoir les retrouver. Deux lois, celle de 1997 et celle de 2014, ont mis à mal, comme on vient de le voir, le service public, le quotidien des usagers et la qualité de travail des cheminots. Ce n'est pas pour autant que les représentants du personnel de la SNCF ont baissé les bras. Des résistances existent, des victoires ont lieu. Ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Conseil régional s'engage manifestement dans une politique volontariste de transport ferroviaire. La suppression des contrôleurs dans les TER a été refusée, par exemple, par les élus, alors qu'elle a été actée dans bien d'autres régions. C'est la raison d'être de cette motion, pour que la SNCF connaisse dès à présent notre hostilité et notre refus à toute velléité de sa part de faire figurer dans la prochaine convention une disposition qui prévoirait même à titre expérimental la suppression de la présence d'un contrôleur dans chaque TER au titre de son soi-disant plan antifraude. C'est une très bonne mention parce qu'effectivement, elle vient en écho aux revendications ô combien justifiées des syndicats, des cheminots, ainsi qu'aux associations d'usagers de la SNCF qui voient d'un mauvais œil les récentes annonces de la compagnie. La négociation donc, de la convention TER prochaine, qui pourrait être la convention 2015-2024, la région a fixé parmi ses priorités de service public une exigence de qualité de service rendu à l'usager.
Voilà, c'est important de rappeler, même si tout le monde est d'accord, je pense que c'est important de le rappeler. On ne le rappellera jamais assez à la SNCF que c'est une position unanime du Conseil régional que ce maintien des contrôleurs dans les trains. Des lignes menacées de fermeture comme celle d'Étaples à Saint-Paul ont pu être sauvées. À chaque fois, le comité d'entreprise et des représentants syndicaux ont été à la manœuvre. En 2012, on a été avisé que la ligne Saint-Paul-Étaples était en danger, allait être carrément supprimée. Elle faisait partie d'un plan de suppression de lignes de la direction qui visait à supprimer des milliers de kilomètres de lignes. Alors on a pris les choses en main, on a créé des pétitions, on s'est déplacé dans les gares concernées, on a fait signer les pétitions les dimanches après-midi, les vendredis soirs lorsque les gens revenaient ou partaient, et puis on s'est adressé aux élus des communes concernées. On a pris des responsabilités importantes au sein des réunions publiques, notamment d'Edin, autour des tables rondes sur le développement durable, sur l'économie, sur les communautés de communes. Et tout cela, ça a servi de catalyseur et ça a un petit peu sonné les cloches aux responsables politiques, aux députés, et qui ont pris les choses en main, qui s'y sont intéressés. Et on voit maintenant, 3 ans après, les 70 millions qui étaient nécessaires à la rénovation de la ligne se voir inscrits au contrat de plan État-région 2015-2020. Il a fallu vraiment qu'on y mette du nôtre, qu'on aille saisir les opportunités, qu'on aille faire du lobby auprès des élus. Et c'est une autre manière de militer, mais on en revient toujours au rapport de force avec la direction SNCF. La finalité, elle est là. Si on n'avait pas été expliqué auprès des élus locaux, auprès des députés, la nécessité de maintenir cette ligne en termes de développement durable et d'aménagement du territoire, on aurait des bus et des autocars sur cette ligne. Je rappelle simplement, il y a quelques années, on a électrifié, mis en double voie l'axe Donsinguin-Béthune. La région Nord-Pas-de-Calais a mis la moitié de l'investissement. Et l'État, à l'époque ça s'appelait RFF, s'est fait quasiment littéralement tirer l'oreille pour apporter sa quote-part, c'est-à-dire l'autre moitié. Aujourd'hui, le doublement Donsinguin-Béthune et son électrification constitue un succès en termes de retour sur investissement. Et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est le fameux État stratège par rapport au domaine ferroviaire, c'est évident. Dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais, où effectivement il y a toujours eu une volonté très forte des dirigeants du conseil régional, les politiques, etc., de mettre en avant le ferroviaire, de développer le ferroviaire, on est quand même l'une des plus grosses régions ferroviaires de France, après l'Île-de-France. Ça marche parce que les politiques ont encore leur rôle. Mais la discussion, la communication qu'on peut avoir avec le conseil régional, c'est qu'aujourd'hui, ils sont comme une mini-entreprise avec les mêmes problématiques d'apport financier. Il y a une problématique d'argent, une problématique de coût, et même s'il y a une réelle volonté, et là, la nouvelle convention qui a été signée pour 10 ans, c'est un symbole très fort de signer une convention pour 10 ans, mais la problématique financière est systématiquement là. Dans la convention est mise en avant les bonus-malus, le paiement. Ce sont des choses qui sont devenues le cœur du problème, alors que l'aménagement du territoire, la desserte, etc., arrive au second plan. On parle d'abord d'argent avant de parler de transport. Manifestement, cheminots et usagers ont des combats communs à mener. Les vérités et les mensonges sur la SNCF ne sont pas ceux qu'exposent complaisamment ou agressivement les médias. C'est Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Il est plus que jamais nécessaire de renverser la parole dominante. Carton rouge pour les grévistes. Cette France qui bloque les cheminots, les chauffeurs de taxi, est-ce que ça ne traduirait pas une certaine peur de l'avenir, une peur aussi de la modernité? Donc la défense du statu quo qui garantit des avantages, un emploi à vie. Est-ce que c'est pas le syndicalisme vieillot de grand-papa? On pourrait appeler ça une grève néo-gothique. Et cette grève, en fait, c'est du lobbying un peu baroque, c'est vrai, mais c'est du lobbying quand même. C'est une grève de division, c'est une grève stérile, parce qu'en réalité, ils obtiennent ce qui était prévu qu'ils obtiendraient. Bon, donc c'est une grève stérile et c'est une grève impopulaire. La SNCF doit être réformée, que cette grève est en partie dangereuse et en partie inutile aussi, puisqu'il y a une ambition européenne qui est d'ouvrir à la concurrence. Il y a des réalités de marché et il y a des réalités de coût. La concurrence, c'est un phénomène sain qui, en général, produit du progrès. Alors, il y a une question qu'on se pose depuis plusieurs jours, mais on n'a toujours pas compris la réponse. Pourquoi font-ils grève? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, la communication, les médias sont trustés par les dirigeants, que ce soit du gouvernement ou que ce soit de l'entreprise.
je me remémore l'action de grève de juin l'année dernière où à de multiples reprises, on a demandé à être entendu, à être interviewé, à passer dans les médias pour expliquer tout simplement ce que finalement dans le documentaire on voit en filigrane, puisqu'il y a bien autre chose aussi derrière cette réforme. Et à aucun moment on a donné la parole aux représentants des cheminots, ou en tout cas on l'a sélectionné. Les temps de parole, et on a sélectionné les personnes qui avaient le droit de parler sur cette réforme. C'est une mauvaise image qui est véhiculée en grande partie par les médias, et qui est ressenti comme ça par les usagers. À chaque mouvement de grève, on passe pour des preneurs d'otages, etc., alors qu'on défend véritablement le bien des usagers. Le service ferroviaire, le service public, c'est le bien des usagers. Lorsqu'on défend de meilleures dessertes, lorsqu'on défend des ouvertures de gares, lorsqu'on défend de la présence humaine dans les gares et dans les guichets avec du personnel formé et qualifié, on défend le service public, on défend leurs propres conditions de transport et leurs propres conditions de vie. Cache tout, n'oublie rien.